Et on reste à Kiev. Retrouver notre invité Liuba Zorbenko. Bonjour et merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes journaliste ukrainienne. Vous vivez donc à Kiev. Vous travaillez pour la radio Piatnitsa, qui veut dire vendredi, une émission matinale qui s'adresse aux Ukrainiens. Le but, c'est de leur donner de la force et du courage pour faire face. C'est une journée particulière pour les Ukrainiens. Est-ce que vous craignez, plus que les autres jours, des bombardements massifs de la part des Russes ? Bonjour, merci beaucoup pour votre soutien tout d'abord, pour votre intérêt envers mon pays. Comme vous avez dit, j'ai la chance de travailler à la radio et de donner un peu de courage aux Ukrainiens tous les matins. Parce que, je ne sais pas si vous le connaissez, mais les Russes bombardent la capitale le plus souvent la nuit. Et donc, avant, la guerre dure déjà 4 ans, depuis 4 ans. Donc avant, autrefois, on allait toujours aux abris, dans des stations de métro, etc. Mais aujourd'hui, comme nous sommes déjà, on peut dire, habitués à habiter dans des conditions pareilles, on reste tous et toutes presque à la maison parce qu'il y a la règle des 2 murs. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. On dit que lorsque une roquette, un missile frappe dans la maison, le premier mur va sauver la vie. Mais aujourd'hui, les drones que la Russie utilise et les autres fusées et tous les roquettes, ils sont... donc, les murs ne peuvent plus nous sauver. Donc, mais aller à l'abri, c'est aussi impossible parce que tu ne peux pas passer toutes tes nuits à l'abri. Donc, c'est étonnant, mais imaginez que le matin, après une attaque, un bombardement russe, tous les Ukrainiens vont au travail à 8 heures du matin, tous les cafés sont ouverts, on achète du café, on sourit, on rit, on demande l'un à l'autre comment tu vas et on continue à travailler. Donc, le but de mon boulot à moi, c'est de remonter l'esprit un peu. Alors, on a bien compris que les jours se ressemblaient en Ukraine depuis 4 ans, sauf que il faut tout faire pour ne pas s'habituer à cette guerre. Vous faites comment ? Où est-ce que vous trouvez cette force ? Et où est-ce que vous trouvez les arguments pour dire aux Ukrainiens, continuez à vous battre ? Moi, les premiers jours de la guerre, avec ma famille, j'ai quitté l'Ukraine, j'ai quitté Kiev et je suis allée en France. Mais après 1 an dans votre pays merveilleux, j'ai compris que c'est très difficile et je ne souhaite à personne d'être réfugié. Parce que tu ne peux plus vivre ta vie ordinaire. Les Ukrainiens en Europe, ils ne se permettent pas, moi par exemple, je ne me permettais pas à vivre la vie ordinaire, la vie normale, de sourire et de tout ça. Et c'est étonnant peut-être, mais aujourd'hui, ici en Ukraine, je me sens très très heureuse. J'apprécie chaque jour, chaque moment de ma vie. Je comprends que j'ai une seule vie et je veux la continuer ici, dans C'était mon trop pays, difficile. avec les gens. C'était trop difficile de suivre l'actualité, d'être trop loin de votre pays, de vos racines. Vous préférez être sur place. Exactement. Hmm. Exactement. Et donc aujourd'hui, vous le savez bien qu'il y a toujours des attaques aux ressources d'énergie. Nous n'avons pas d'électricité presque toujours. Il y a donc les Ukrainiens ont acheté tous les générateurs qui étaient en Europe et il me semble dans le monde entier. Il n'y en a plus en Ukraine. Il est impossible d'acheter un générateur d'énergie ou bien une station EcoFlow, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, on comprend tout à fait. Vous avez besoin de générateurs parce qu'il Oui. y a plus de courant. Et parce qu'on sait très bien et on le suit presque chaque jour, les Russes ciblent délibérément les infrastructures énergétiques. Et donc, il y a des coupures de courant. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous avez combien d'heures de courant par jour à Kiev ? Normalement, nous avons 2 ou 3 jours d'électricité, puis de 10 à 12 heures sans électricité. On se réveille et on entend partout le bruit des générateurs parce que, vous savez, c'est très, très... Bruyant. le haut niveau du bruit, mais on est déjà habitué et
Les Ukrainiens ont prouvé à tout le monde qu'on peut survivre dans les conditions n'importe quelles et ne pas perdre le goût de vie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les vidéos de Kiev où les gens qui habitent dans des quartiers sans électricité, sans chauffage, sans eau, quand il fait -20 dans la rue, et eux, ils se réunissent, ils dansent dans la rue, ils font des barbecues sous le feu en plein air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous avez une petite fille de 10 ans, je crois, comment fonctionnent les écoles? Est-ce que les cours continuent, quitte à se mettre à l'abri en cas de bombardement? Les cours se continuent sans électricité. On a acheté des petites, je ne sais pas comment s'appelle ce truc-là qu'on peut allumer quand il n'y a pas d'électricité. Un On peut le briquet? mettre dans la poche. Ah oui, peut-être un Ouais. briquet. Oui, tous les enfants en ont. Ah, Ils c'était pas... s'aident ou bien grâce au téléphone ou bien grâce au... Non, pas le briquet. Le Non, c'était briquet, pas un c'est pour briquet, fumer ouais. peut-être. Bon, une lampe de poche alors. Oui, 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 peut-être. Quand il y a l'alarme aérienne, tout le monde descend dans l'abri et les cours recommencent après la fin de l'alerte. Hmm. Euh, Vous étiez à Kiev le 24 février 2022, si je ne me trompe pas. Vous avez été réveillé par les bombardements russes. Vous avez été sidéré, surprise par cette intervention russe qui dure encore 4 ans après. À vrai dire, oui. Malgré que je suis née à Donetsk et en 2014, j'ai déjà entendu ces bruits là-bas. Et j'ai quitté ma ville natale pour déménager à Kiev pour ne pas rester sous le contrôle russe. Mais je n'ai pas pu croire qu'un jour, ce pourrait être une guerre à grande échelle. Et quand j'ai entendu les bruits des explosions le 24, j'ai compris tout de suite ce qui signifiaient ces bruits-là. Alors on a pris des valises et nous sommes partis parce qu'on pensait qu'il y a plus de chances pour survivre. Mais notre armée, notre président, nos gens ont montré que si tu crois en ton pays, si tu y restes, si tu ne veux pas le quitter, si tu veux faire et tu es prête à faire tout pour le développer, donc on peut tenir bon et on peut gagner. Ça fait 3 ans, Louba Zurbenko, que vous êtes revenu à Kiev, donc depuis 2023. Ça fait 3 ans que vous vivez sous les bombardements. Est-ce que vous avez le sentiment que la stratégie de Poutine a changé? Est-ce qu'il s'en prend davantage aux habitants, d'après vous? Bien sûr, d'abord c'était les bombardements des objets militaires et de n'importe quoi. Il y a toujours le bombardement de n'importe quoi parce que vous avez vu de plusieurs maisons qui sont bombardées, qui se trouvent très loin des objets militaires. Mais aujourd'hui, ils préfèrent terroriser les civils pour, euh, pour que nous, peut-être demandions à notre gouvernement de signer la paix. Mais il n'arrive pas parce que nous n'acceptons pas ce qu'il propose. Les gens n'acceptent pas. Aujourd'hui, ce sont les bombardements de l'électricité, des stations de chauffage, et on sait bien on entend déjà dans quelques jours, on nous annonce que peut-être ce sera les bombardements des stations d'eau. Hmm. Et il y a des problèmes d'eau ailleurs qu'à Kiev. Une question sur la perception des Ukrainiens maintenant sur cette guerre. Est-ce qu'elle a évolué d'après vous? On entend parfois dans les médias que certains Ukrainiens dire on est prêt à céder certains territoires aux Russes pour mettre fin au conflit. Non, on n'est pas prêt à céder notre territoire. 100% non. Il y a nos gens qui restent là-bas et surtout nos forces armées et nos meilleurs citoyens qui ont été décédés pour ne pas perdre ce territoire. Donc ça, c'est impossible. En plus, si on cède Donbass, euh, Poutine va aller plus loin. Là, nous avons les positions très fortes parce que je pense que vous le savez bien que ça fait déjà 4 ans que Poutine ne peut pas attraper Donbass. Pourquoi? Parce que nos positions dans ces régions-là sont de très haut niveau. Et si on cède le Hmm. territoire, là, plus loin, nous n'en avons plus. Mais vous pouvez négocier
la fin de la guerre de manière diplomatique ou est-ce que ce sera militaire? C'est une question difficile. Euh, Nous voulons tous que la guerre finisse parce que je disais beaucoup de belles mots, de beaux mots aujourd'hui, mais bien sûr qu'il y a des périodes de dépression, de sentiments quand on veut baisser les bras, quand on ne veut plus entendre d'explosions. Bien sûr que nous avons peur la nuit, mais euh, mais nous croyons vraiment au notre président et nous espérons qu'il qu'il comprend et qu'il connaît bien ce qu'il fait. Nous voyons aujourd'hui que Poutine ne joue pas par des règles. Donc, ces négociations, pour lui, c'est pour rien. Donc, il ne propose pas ce que nous pouvons accepter. L'Ukraine est prête à céder quelques positions, mais lui, non. Il demande toujours les mêmes choses. Le but de Poutine n'est pas changé. Lyuba Zurbenko, vous disiez, vous êtes originaire de Donetsk. On va partir dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une terre de ruines et de chagrin. Les combattants se font face dans une guerre d'attrition depuis 4 ans maintenant, guerre qui a fait des millions de victimes de part et d'autre. Vous voyez ce reportage de Gulliver Krag, notre correspondant. La 24e brigade mécanisée a aménagé ce studio à Kramatorsk pour enregistrer ses vidéos promotionnelles. La 24e, c'est la brigade qui défend Chassiv Yar, une ville que des gens disaient allait tomber aux Russes déjà en avril 2024, une ville stratégiquement située sur les hauteurs entre Bakhmut et Konstantinivka. Les Russes ont effectivement pris le contrôle de la plupart de la municipalité, mais il reste une parcelle qui est toujours contrôlée par les forces ukrainiennes. La partie que nous contrôlons est petite, mais ce sont les hauteurs. C'est l'approche vers Konstantinivka. Et une fois que les Russes prendront le contrôle de ces hauteurs, il y a plus de 200 mètres de différence d'altitude, il leur sera beaucoup plus facile de contrôler la zone et les accès à Konstantinivka. Il est déjà assez difficile d'y aller, même maintenant. Il faut choisir la bonne météo. Par une journée ensoleillée comme aujourd'hui, personne n'y va. À cause des drones, se rendre aux positions avancées et en sortir est devenu plus dangereux que de rester sur place. Résultat, les soldats y passent souvent des mois d'affilée. Jorik vient d'être décoré après une mission particulièrement longue à Chassiv Yar. La vie sans Internet, c'est formidable. J'ai commencé à lire beaucoup de livres pendant que j'étais en position. Les drones nous les larguent et je lis. Mais sinon, l'ennemi ne tente pas activement de prendre d'assaut notre position. Nous la renforçons en permanence, nous creusons, nous posons des mines sur les voies d'accès. Ils viennent surtout en petits groupes, 2, 3, 4 hommes, et essayent soit de s'emparer de notre position, soit de la contourner. Mais notre infanterie ne leur laisse aucune chance d'avancer davantage à Chassiv Yar. Et bien sûr, nos drones font aussi un excellent travail. Chassiv Yar est en ruine, mais ces hommes disent qu'ils y infligent des pertes bien plus importantes aux Russes que celles qu'ils ne subissent eux-mêmes. Et surtout, ils empêchent les forces du Kremlin à s'avancer vers les villes clés du Donbass de Kramatorsk, ici, et Sloviansk, des villes que l'Ukraine reste bien déterminée à ne pas céder à Vladimir Poutine. Voilà la détermination, y compris dans le Donbass. Lyuba Zurbenko, vous avez des proches dans les territoires tenus par les Russes. Quelles sont les nouvelles qui vous remontent, que vous recevez de leur part? Et comment est-ce que la vie a changé sous le règne de Poutine? Imaginez que je peux aujourd'hui aller dans n'importe quel pays du monde, mais je ne peux pas revenir chez moi, je ne peux pas revenir dans ma maison natale et je ne peux pas embrasser ma mère et ma grand-mère qui restent là-bas. Bien sûr que le niveau de vie, c'est tout à fait autre chose. En 2012, c'était l'Euro, la fête de football qui se passait au Donetsk. Et il y a beaucoup de photos et de vidéos dans l'Internet où il y a partout des drapeaux ukrainiens, des gens heureux et qui sont des belles rues propres et tout. Mais aujourd'hui, il y en a rien parce que d'abord, les premières années de guerre, le
2015, 2016, 2017, 2019, il n'y avait plus de système bancaire à Donetsk. Il n'y avait plus de magasins normaux. Il n'y avait plus de pouvoir à qui il n'y avait plus de police que tu peux appeler sans avoir peur. Il y avait partout des gens militaires et on ne savait jamais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Ce n'était pas des militaires comme on montre dans des films. C'était des criminels, quoi. On avait tous peur de ces gens. Et donc, bien sûr que ce n'est pas une vie, et ce n'était plus la vie normale. Aujourd'hui, les gens à Donetsk sont obligés d'accepter le pouvoir russe, de prendre des passeports russes. Sinon, il n'y a plus de possibilité de survivre. Il faut aussi dire qu'ils ne peuvent pas quitter Donetsk, sauf que par Russie. Donc, le seul chemin, la seule route, c'est la route en Russie. Ils sont prisonniers, quoi, à Donetsk. Merci beaucoup, Liuba Zurbenko, d'avoir apporté votre témoignage édifiant sur France 24. Je rappelle la radio pour laquelle vous travaillez, Piatnitsa, vendredi, émission matinale pour les Ukrainiens.